prazer recebê-los aqui nessa terceira manhã de evento. Nós já passamos por 2 dias de produtivas reflexões e iniciamos hoje com a conferência da professora Marlene Gulunguri, que atua na Universidade de Toulouse, diretora do grupo de pesquisa Mediápolis, do LERAS, a sigla, e é associada do laboratório CNRR, na área de comunicação e política. Foi nomeada em janeiro de 2013 para o Alto Conselho de Igualdade entre as Mulheres e os Homens, na França. Ela vai nos explicar um pouquinho mais qual é essa tarefa, e recebeu essa nomeação pelo reconhecimento como professora qualificada a pertencer a esse conselho, especialmente por suas publicações sobre as relações entre gênero, mídia e política. É membro também do comitê editorial da revista Monde, de Langage Politique. Publicou recentemente um livro que se chama Presidente, que seria Presidenta, né? O Grande Desafio, Le Grand Défi, e já esteve conosco no terceiro colóquio, e é um enorme prazer recebê-la novamente aqui em São Carlos, com quem ela já tem uma grande parceria, né, pelo fato de já ter dividido conosco várias ocasiões, né, de diálogo muito profícuo. Eu passarei a palavra a ela para dar algumas reflexões, algumas observações a respeito da apresentação, e depois nós teremos a apresentação traduzida, né, e do outro lado ali as imagens que ela deseja projetar. Então, muito obrigado, professora Marlene, por estar aqui conosco mais uma vez, e tenho certeza que a sua fala sempre reverbera muito aqui na nossa cidade, né? Essa diversidade para esse público aqui. Obrigada. Merci Valérie. Et donc je voudrais, avant de commencer, je voudrais remercier toute l'équipe présente, Vanis Sargentini, Carlos Borghetti, Luz Mara Porcino, et tous ceux qui participent à l'élaboration de ce colloque. C'est toujours pour moi un plaisir de venir à San Carlos, non seulement en raison de la grande dynamique intellectuelle qu'on y trouve, mais aussi pour la formidable chaleur de l'accueil. Et vraiment, je vous remercie beaucoup à tous et à toutes de m'inviter régulièrement ici. Ela agradece a comissão, né, do evento, a organizadora do evento, agradece também aos demais organizadores, né, ao grupo de organizadores, e valoriza a dinâmica científica que ele tem se desenvolvido e também o calor com o qual ela foi acolhida. Et bon, 2 mots, puisque tu m'as demandé de donner quelques explications sur ce qu'est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Isso, ela disse que vai dar algumas explicações a respeito do que é esse Alto Conselho de Igualdade entre os homens, mulheres e homens. Donc c'est une instance consultative. É uma instância consultora, consultativa, qui a été mise en place après l'élection de François Hollande, donc en 2012. Que se instalou após a eleição do François Hollande em 2012. Avec d'autres hauts conseils. Com outros conselhos. D'autres qui portaient sur les questions éthiques, sur la laïcité, sur les questions d'économie, bref, sur toutes les grandes questions vives de la société contemporaine. Isso, outras questões que são relacionadas à ética, às questões laicas,
econômicas, todas que marcam uma grande questões vivas, né, no momento. Donc, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes doit réfléchir sur précisément la question des relations entre hommes et femmes dans la société contemporaine. Esse conselho deve refletir sobre as relações entre homens e mulheres na contemporaneidade. Donc, il a trois fonctions. Três funções. D'une part, tiens, je suis en train d'oublier la première, tout va bien, ces difficultés du réveil. Ela está se lembrando qual é a primeira parte desses conselhos. Il doit participer à l'élaboration du débat public, il doit animer le débat public donc, dans la société sur la question de l'égalité entre-femmes. Esse conselho deve animar o debate público sobre a questão das relações, né, homem-mulher. Deuxième fonction, il doit évaluer les politiques publiques qui sont élaborées dans ce cadre. Ele deve avaliar a política pública na qual se avalia o quadro. Et troisième fonction, il doit faire des propositions pour améliorer justement cette question de l'égalité. E a terceira função é fazer proposições para melhorar essa questão da igualdade. Par exemple, la grande loi cadre de 2014 sur les relations hommes-femmes a repris pour l'essentiel des propositions du Haut Conseil à l'égalité. La grande loi de 2014 A grande lei, né, de 2014 sur l'égalité entre sobre essa igualdade entre os homens e mulheres a repris pour l'essentiel des propositions du Haut Conseil. Sim, foi o que tomou por essência a proposição do Conselho. Alors, il y a plusieurs commissions au Conseil. Várias comissões desse conselho. Et je vais vous dire deux mots sur la commission à laquelle j'appartiens et qui travaille sur la question des stéréotypes et des médias. Então, desse conselho ela trabalha na proposição do estereótipo e da igualdade. Stéréotypes et des médias, dans les médias. O estereótipo na mídia. Donc, nous recevons régulièrement les grands médias français, qu'il s'agisse de la radio, de la télévision ou de la presse. Uma observação da grande mídia francesa, que se dá sobre a televisão e a imprensa. Et on les interpelle sur des problèmes concernant l'égalité entre hommes et femmes sur E põe questões, né, sobre essa igualdade entre homens e mulheres. Par exemple, notre dernière interpellation portait sur les femmes expertes dans les informations. Bom, a última tarefa foi, de certa forma, questionar a respeito das mulheres especialistas, né, sobre informações. Parce que ce qu'on sait en fait, c'est que dans les informations, il y a très peu de femmes, moins d'un expert sur 5 est une femme dans les informations, que ce soit à la télé, à la radio ou dans la presse. Trata-se de observar, né, como os homens e as mulheres são chamados para dar informações na televisão ou na imprensa. Né? Os especialistas são chamados para dar informações na televisão ou na imprensa. Alors que les femmes sont majoritaires dans l'enseignement supérieur, sont majoritaires parmi les personnes qui ont un doctorat, etc. Ainda que as mulheres sejam majoritárias no ensino superior, na formação, no mestrado e doutorado. Donc le vivier existe, mais on oublie de les inviter. Então, existe todo esse métier, o conhecimento, mas parece que esquecem de chamá-las a falar. Et à travers cette question d'expertise, c'est toute la question du rapport des femmes au savoir et à la légitimité intellectuelle, conceptuelle, qui se lie aussi. Então, elas são, todas essas mulheres que são especialistas são chamadas uma questão de relacionar o saber e legitimar essa capacidade intelectual. Donc on a interpellé les médias très fortement sur ce point. Se questionou as mídias fortemente sobre esse ponto. Né? Et on leur a dit aussi que l'argent public ne pouvait pas servir à alimenter des préjugés sexistes. Reforçando que o
investimento público não pode alimentar qualquer razão sexista. Je crois que le message a été bien entendu et on observe déjà depuis les derniers mois un gros effort qui a été fait pour solliciter davantage de femmes sur des questions d'expertise. Isso já começa a ser, né, bem mais visto, mais entendido e haver uma certa exigência, né, de chamar também as mulheres especialistas para falar sobre na mídia impressa. Voilà, donc je ferme la parenthèse sur cette question du Haut Conseil à l'égalité. Ela fez esse parênteses sobre essa questão do Conselho de Igualdade, porque eu pedi que ela falasse, não, ele contou isso, eu achei tão bonito e pedi que ela desse uma palavra mais sobre isso. Et j'en livre à l'objet scientifique cette fois-ci de ma présence ici ce matin. Então agora ela vai entrar no objeto científico acadêmico que justifica a presença dela aqui nessa manhã. Alors, je vais vous parler d'un journal qui s'appelle Le Canard Enchaîné. Ela vai falar, né, do jornal que se chama Le Canard Enchaîné. Alors, pourquoi vous parlez du Canard Enchaîné? Porque ela mostrou no jornal e deu uma fala se perguntando por que ela vai falar desse jornal. Parce que ce journal est une institution en France. Ele se trata de uma instituição na França. Il existe depuis 100 ans. Existe já há mais de 100 anos. Et il me paraît absolument révélateur d'un insu structurellement sexiste. E parece revelador de uma certa ignorância sexista. Un insu structurellement sexiste qui travaille les médias comme la société. Isso, que trabalha entre as mídias e a sociedade. Alors, mon exposé s'organisera en 3 temps. Essa exposição será dividida em 3 partes. Tout d'abord, je reviendrai sur l'histoire du Canard Enchaîné. Principalmente ela vai explicar essa história do jornal Le Canard. Et je verrai comment structurellement il a exclu les femmes de son fonctionnement. Mostrando como estruturalmente ela excluiu as mulheres desse jornal. En un deuxième temps, je m'interrogerai sur la satire, E depois ela vai se deter mais sobre a sátira, qui est la modalité discursive principale du Canard Enchaîné. Le Canard Enchaîné est un journal satirique. que é a modalidade discursiva principal desse jornal. Et on verra que la satire fonctionne aussi comme un puissant facteur excluant des femmes. Mostrando como a sátira funciona como fator que exclui a mulher. Et en un troisième temps, je porterai mon attention sur des pastiches de journaux intimes. No terceiro momento, ela vai abordar a questão do pastiche no jornal. Parce qu'ils me paraissent emblématiques de ce type de fonctionnement. Porque parece emblemático, né, desse funcionamento. Parler d'un journal satirique dans un pays étranger est une gageure, c'est un défi. Falar de jornal satírico num país estrangeiro, né, é desafio. Parce que ça s'appuie sur un imaginaire culturel qui est éminemment national. Porque exige conhecimento cultural que é eminentemente nacional, daquela nação. Donc, je compte vraiment sur votre empathie pour comprendre ce qui se joue ici. Ela conta, então, verdadeiramente com a empatia de vocês para poder entender isso. Bom, agora ela vai começar a partir do texto que está projetado na produção. En 2016, le Canard Enchaîné fêtera ses 100 ans, une longévité qui fait rêver à une période où la presse écrite connaît d'importantes difficultés. Alors je ne sais pas ce qu'il en est au Brésil, mais en tout cas en France, la presse écrite connaît des difficultés absolument monstrueuses. Pas le Canard Enchaîné. Donc cet hebdomadaire, c'est là, 8 pages, grand format, dans ses dos rouges, ponctués de dessins au caractère fortement impacté. Vous le voyez, vous les avez sous vos yeux, occupe une place à part dans le paysage médiatique
français que l'on peut comparer un peu à celle de Charlie Hebdo, qui est désormais mondialement connue malheureusement. Plusieurs journalistes de Charlie Hebdo travaillaient d'ailleurs également pour le Canard enchaîné, dont le regretté Cabu. Né pendant la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale de 14-18, le Canard enchaîné s'employait alors à diffuser de fausses nouvelles pour moquer la propagande avec l'objectif de faire rire dans des circonstances qui portaient davantage au tragique. On va voir l'image suivante. Alors vous voyez sur l'image que vous avez sous les yeux, la présentation, alors c'est une image bien sûr, c'est un dessin, c'est une du Canard enchaîné qui date en l'occurrence de 2015, bon, parce qu'il y a eu un... É uma imagem do jornal, né, que é referente a 1915. Et alors on voit sur cette une un dessin qui représente la guerre comme une sorte de bande dessinée comique. Que representa a guerra a partir de quadrinhos. Donc voilà, l'objectif c'était de faire rire dans des circonstances éminemment tragiques. Alors d'emblée, le Canard enchaîné a eu ses chevaux de bataille, la censure, Anastasie, l'armée, la religion, donc censure, armée et religion, en même temps que la défense du pacifisme, de la liberté d'expression et de la laïcité. Alors ces thèmes se sont diversifiés avec le temps. Le Canard enchaîné est devenu anticolonialiste au moment des guerres d'Indochine et d'Algérie, en même temps que la défense des petits contre les puissants et des individus contre les pouvoirs est devenue prédominante. À la fin des années 50, l'Investigation a fait de l'hebdomadaire un des premiers journaux français d'enquête. Au nom de la morale publique, il dénonce les travers de la vie politique grâce à un important réseau d'informateurs, parmi lesquels ses confrères journalistes qui lui apportent des informations que leurs propres journaux ne peuvent pas, ne veulent pas divulguer en raison de leur caractère compromettant, et le personnel politique lui-même qui vient apporter au Canard enchaîné des informations, d'où des risques d'instrumentalisation politique qui ont été parfois pointés. Soulignons encore un mode de gestion qui lui assure une totale indépendance financière. Il ne reçoit ni subvention de l'État, ni ressources publicitaires, et la revendication d'un certain anticonformisme dont la tonalité satirique du journal peut être exemplaire. Cet esprit Canard repose en amont sur une équipe de rédacteurs très stable et en aval sur une communauté de lecteurs d'autant plus attachés à leur journal qu'il faut en être pour saisir le sens de l'information qui y est diffusée. Voilà. Alors, vous voyez sur cette image apparaître un certain nombre de rubriques du Canard enchaîné. Généralement, dans les journaux, on a la rubrique politique, information sociale, santé, etc. Dans le Canard, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Em geral, nos jornais é dividido por rubricas, né? Saúde, educação, mas isso não funciona nesse jornal, né? Alors, vous voyez parmi ces rubriques une rubrique por exemplo, qui s'appelle La Mare au Canard, aquele primeiro lá, Maracanã, Prise de bec, Le Mur du Son, Rue des Petites Perles, La Noix d'honneur. Tout cela est intraduisible parce que ça repose sur des jeux de mots en français, mais ces jeux de mots qui ne vous sont pas compréhensibles, la plupart du temps ne sont pas très compréhensibles non plus pour beaucoup de lecteurs, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut vraiment avoir subi une espèce d'initiation pour comprendre comment fonctionne le Canard enchaîné. Ela mostra que aqueles títulos são intraduzíveis e que de fato, grande parte, mesmo dos leitores franceses, né, os leitores na França poderiam não compreender, porque se tratam de jogos de palavras e que é preciso estar envolvido, né, nesse tipo de dizer, nesse jornal, para que se possa compreender isso. Par exemple, l'usage des surnoms pour désigner les personnalités politiques. François Mitterrand était surnommé Tonton, Jacques Chirac était surnommé Chichi, François Hollande est surnommé Pépère. Bon, quand on n'est pas au courant de ce type de fonctionnement, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Se você sabe bem, né, esse tipo de apelido, não é difícil. Bref, cette écriture cryptée constitue les lecteurs en une sorte de société secrète
qui partagent les mêmes codes et les mêmes valeurs, voire un imaginaire commun. Et c'est précisément cet imaginaire dont je souhaite explorer une facette à travers la représentation des femmes et du genre en général, qui me semble centrale dans l'éthos de l'hebdomadaire. En effet, le Canard enchaîné s'inscrit dans une tradition satirique pluriséculaire qui fait des femmes le sujet, plus exactement l'objet du mythe. Ce sexisme, c'est notre hypothèse, participe puissamment de la construction du consensus partagé par le lectorat de l'hebdomadaire. Alors, un dernier mot d'explication sur le titre du journal, pour finir cette introduction. Donc, il reprend le titre d'un journal où Clémenceau, qui fut un grand journaliste et homme politique français, travailla, qui s'appelait L'Homme libre, qui devint L'Homme enchaîné en raison de la censure. Et il faut surtout savoir qu'un canard désigne en argot un journal. Quand on dit je vais acheter un canard, c'est je vais acheter un journal. Donc ce canard est enchaîné parce que la liberté d'expression de la presse est toujours un combat. Alors, premier point, messieurs du canard. Voilà, messieurs du canard. Donc, l'identité d'un journal longtemps écrit et pensé uniquement par des hommes et pour un lectorat très majoritairement masculin apparaît avec une sorte d'évidence quand on lit les ouvrages et les articles qui lui sont consacrés, où cet ethos masculin est prégnant. Premier point, le récit des origines. Alors, l'identité masculine du canard tient d'abord aux conditions de sa naissance. Il est né en 2015 et il serait le journal des tranchées, le journal du front, le moule et poilu, c'est le nom qu'on donnait au journal aux soldats de 14-18, étant central dans la construction de l'identité du journal. En fait, la dimension légendaire de cette origine, aucun des journalistes du canard n'ayant approché le front, est soulignée par la plupart des travaux, ce qui n'empêche pas de fonctionner avec l'efficacité des mythes, contribuant à forger la mâle identité de l'hebdomadaire. Alors, non, merci. Donc sur cette photo, vous voyez là encore, c'est un dessin qui est paru dans le Canard enchaîné, et vous voyez deux poilus qui discutent et qui disent « T'en fais pas, pendant la guerre de 100 ans, ils sont tous morts de vieillesse ». Donc c'est représentatif de cette espèce d'humour noir, d'humour grinçant qui caractérisait le journal. Donc, ela mostra, né, que esse jornal é 1915, já mostrando como é que se caracteriza o jornal, que é no período da guerra, como está ali já um certo passo de humor, né, em relação Alors, la description, c'est la photo suivante, la description de Maurice Maréchal, fondateur de l'hebdomadaire, relève du même imaginaire et concentre en quelques mots toutes les marques de la virilité traditionnelle. C'était un géant, un quintal d'os et de chair qui découpait la volaille avec autant de dextérité qu'il en mettait à la consommer. Il mangeait comme un ogre et vidait des cruchons tout en donnant ses instructions. Il avait l'air d'un capitaine de reître se restaurant après le sac d'un couvent, écrit son ami Philippe Lamour. La force physique, le rapport à la nourriture, à l'alcool, à la puissance sexuelle avec l'évocation du couvent en font le portrait d'un homme. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose qui s'inscrit dans une virilité radicale et à laquelle s'identifie le canard enchaîné. nessa virilidade radical no qual o jornal também se inscreve. Donc la mise en scène d'une convivialité masculine, la sociabilité qui unit les journalistes du canard fait aussi l'objet de longs développements dans les études qui lui sont consacrées. Sont ainsi soulignés l'esprit dionysaque de l'équipe, la fraternité, le terme n'est pas dû au hasard, qui lie les journalistes. Entre eux, ils se nomment les petits pères du long de la rue, s'installant un temps hebdomadaire, ça ne s'invente pas. La gastronomie, la grivoiserie, la paresse et la trinité pêche à la ligne, pétanque, lit, seraient autant de traits associés à ce vivre ensemble. Et c'est le bistrot, terme intraduisible, je pense, qui constitue le haut lieu du fonctionnement du canard au quotidien. Bonne chère, vin, femmes, rigolade, autant d'éléments constitutifs de la sociabilité du bistrot, promouvant une virilité, la virilité comme valeur de référence et fonctionnant comme autant de facteurs excluants par rapport aux femmes.
Alors là, je voudrais vous montrer, non, c'est bien, je voudrais vous montrer deux photos. La première, c'est une photo réelle des réunions du comité éditorial du Canard enchaîné dans un bistrot. Ela estamos falando do bistrô, né, que caracterizava bem o lugar de poesia. E essa é uma foto real da reunião do bistrô, né? Or, de quoi se rend-on compte? Il y a des hommes, bien sûr, mais il y a aussi des femmes. Então, observe que há homens, mas há também mulheres. Et même beaucoup de femmes dans cette E réunion. não são poucas, né? D'ailleurs, il faut savoir que la femme du fondateur du Canard enchaîné, Maurice Maréchal, a joué un rôle considérable dans l'histoire du journal. E para se considerar que as mulheres tinham um papel considerável na história do jornal. Et voici un dessin qui a été reproduit à plusieurs reprises dans les colonnes du Canard enchaîné. Assim, a imagem produzida sob o canal enchaîné. Et on se rend compte sur ce dessin que la rédaction semble complètement masculine. E nessas imagens, né, de construção sobre o jornal, só aparecem imagens masculinas. Donc, les femmes existaient dans la rédaction du Canard enchaîné. Existia mulher na redação do Canard. Et dans l'imaginaire du Canard tel qu'il a été construit et développé, elles en ont été exclues. Mas nesse imaginário sobre o Canard que foi desenvolvido, as mulheres foram excluídas. Alors, la féminisation a été un défi pour tous les grands titres de presse où les journalistes femmes ont longtemps été cantonnées dans des spécialités conçues comme l'extension de leurs responsabilités domestiques. C'est-à-dire que les femmes journalistes, on les trouvait souvent dans la vie quotidienne, les rubriques d'enfance, santé, éducation, etc. Cette ségrégation horizontale, donc les femmes journalistes dans certaines spécialités et les hommes journalistes dans l'autre, se doublait d'une ségrégation verticale, le fameux plafond de verre, les sommets de la hiérarchie des grands titres de presse étant tenus par des journalistes issus des rubriques régaliennes, politique, défense, économie internationale. Or, si la parité est désormais atteinte dans de nombreux titres de la presse nationale, elle fut et reste un combat au Canard enchaîné. On le voit sur cette image qui, encore une fois, donne le sentiment que les seuls participants au Canard sont des hommes. Essa imagem, né, ainda dá a impressão, se imaginar que são só homens que participam do Canard. Alors, les réactions suscitées par le recrutement au début des années 1980 de Sylvie Castel, ancienne de Charlie Hebdo et première femme journaliste permanente de la rédaction, sont révélatrices de cette difficulté. On a engagé 2 journalistes femmes et l'expérience a totalement échoué, dit ainsi un journaliste qui est interviewé. La signature Calamity Castor, comme Calamity Jane dans Lucky Luke. Donc la signature de Calamity Castor, dont Sylvie Castor signe cet article, lui a été imposée par la rédaction. Il y a une femme qui écrit dans le Canard enchaîné, témoignait-elle, et c'est une calamité. C'est évidemment intéressant parce que c'est signalé ouvertement et sans rendre compte qu'on a un problème avec les femmes et un problème calamiteux avec les femmes qui écrivent. En 1986, le hors-série publié pour ses 70 ans, dans le hors-série publié pour ses 70 ans, l'équipe du Canard se présente ainsi. Donc, vous voyez la liste de l'ensemble des rédacteurs, du personnel administratif et du personnel technique du Canard enchaîné, et on se rend compte en fait que dans la rédaction, il y a 2 femmes sur 44 journalistes. Então, na lista, né, administrativa e de redação, na verdade, por fim, eu observo que no editorial há algumas mulheres, no editorial há apenas 2. Le personnel technique est complètement masculin et le personnel administratif complètement féminin, mais ça, voilà. Então, o administrativo é feminino e o técnico masculino. Aujourd'hui, le Canard enchaîné compte 4 femmes sur 24 journalistes titulaires. L'équipe de direction est entièrement masculine, de même que l'équipe des signatures. Alors, donc, une rédaction effectivement très masculine.
Plusieurs rubriques dans l'histoire de l'hebdomadaire satirique furent cependant signées de noms de femmes, quoique écrites par des hommes. Un jeu révélateur d'un intéressant trouble dans le genre, pour reprendre la formule de Judith Butler. Voilà. Donc, étymologiquement, le terme de satire signifie mélange et désigne une forme littéraire libre qui mêle des genres différents, en même temps qu'elle critique de façon moqueuse un milieu, des pratiques ou des individus, Juvénal ou Boileau, étant considérés comme les maîtres du genre de la satire. Alors, les femmes dans l'angle mort. Le Canard enchaîné est un journal satirique. Parmi ses cibles privilégiées, on trouve les politiciens, les militaires, les curés. Donc les militaires, les militaires, les juges, les académiciens, les technocrates, mais aussi l'armée, l'Église et la religion. Donc l'armée, l'Église et la religion pour ce qui est des institutions. Donc le lien a souvent été fait entre les thèmes de prédilection du Canard et la rédaction très masculine de l'hebdomadaire. L'armée, on voit sur cette vignette l'Église et le pouvoir politique, se caractérise en effet par une forte homosocialité masculine et par voie de conséquence l'exclusion des femmes et de mondes. Les mondes de l'institution critiquée et celui de l'institution critique, donc le Canard enchaîné, fonctionnent donc en miroir l'un de l'autre, ce qui n'a probablement pas favorisé la prise de conscience de l'anomalie que constitue l'absence de femmes dans la rédaction du journal. Le caractère genderblind du Canard enchaîné s'explique en partie pour cette raison, les femmes et le féminin ayant longtemps été dans l'angle mort, le point aveugle du mode de fonctionnement et de pensée du journal. Second point, la satire. La satire naturellement masculine. Les femmes sont cependant présentes dans le journal. Elles sont présentes comme objet du livre. La satire des femmes est en effet un des grands topoi littéraires depuis Xénophon et Aristophane jusqu'à nos jours. Le Canard enchaîné s'inscrit de plein pied dans cette tradition satirique où les femmes sont objets de tous les mots et de tous les bons mots, moquées et le plus souvent considérées sous un seul angle sexuel. Je voudrais rappeler qu'il n'y a là rien de naturel. Alors, les camarades féministes écrivent nature-elle-ment. Il n'y a évidemment rien de naturel dans cette posture. Les femmes n'ont pas moins que les hommes le sens de l'humour, comme on entend parfois dire, mais pendant longtemps leur identité s'est construite en refoulant cette disposition mal connue dans une société où les femmes étaient tenues à la discrétion et au silence. Ne pouvant être sujet du rire, elles ont cependant longtemps été objets du rire des hommes, les cibles et les victimes de l'humour. Elles n'étaient bien sûr pas les seules visées, d'autres minorités opprimées dans le rapport de force sociale, les homosexuels, les juifs, les noirs par exemple, étant également victimisées par une parole caractérisée par un point de vue dominant, masculin, blanc et hétérosexuel. Dans le Canard, plusieurs rubriques illustrent cette posture, dont sur l'album de la comtesse, c'est celui-là, est probablement la plus représentative. Alors c'est une rubrique très particulière. En fait, c'est un recueil de contrepétries à vocation grivoise qui figure invariablement au bas de la page 7 du journal et comporte 3 paragraphes. Le premier est fondé sur un sujet d'actualité, les 2 autres étant une succession de contrepétries sans lien particulier. Le caractère olympien de cette pratique en fait un exercice ardu dont l'hermétisme laisse nombre de lecteurs au bord du chemin. En fait, beaucoup de gens ne comprennent pas les contrepétries qui sont l'objet de cette rubrique. Elle n'en est pas moins emblématique de l'hebdomadaire et de l'esprit Canard, comme en témoigne le succès de recueils qui en sont tirés depuis les années 60. Donc c'est une rubrique évidemment qui joue sur des connotations sexuelles et qui a un succès absolument formidable puisqu'on en tire des recueils entiers qui sont édités. La bande dessinée des Nouveaux Beaufs, qui jouxte la précédente rubrique, relève de ce même esprit. Héritier du Beauf de Charlie Hebdo,
patron de bistrot, xénophobe et réactionnaire. Le nouveau pop de Cabu est moins populaire que son ancêtre, plus bobo, mais pas plus progressiste pour ce personnage. Les femmes y sont d'abord des objets de consommation sexuelle, rarement des sujets de parole, conformes à cela, à leur image dans l'hebdomadaire dans son ensemble. Alors, cette rubrique a pris fin avec la tuerie de janvier dernier à Charlie Hebdo, puisque Cabu, qui en était l'auteur, travaillait pour les deux journaux. Troisième point de cette seconde partie, pastiche et travestissement. Le pastiche, comme la satire, est au cœur de l'identité de l'aide éditoriale du Canard. Alors, je rappelle que le pastiche est une pratique imitative, à la manière de, où il s'agit d'utiliser tous les marqueurs d'une forme originale en la détournant. Le dialogue entre hypotexte et hypertexte, pour reprendre la formule de Genève, fondant cette pratique. L'un des pastiches les plus célèbres du journal s'intitulait La Cour dans les années 60 et moquait la présidence monarchique de Gaulle en contrefaisant le style des chroniques du XVIIIe siècle. Mais, dans de nombreux cas, ces pastiches se sont doublés d'un jeu au niveau de la signature. En effet, dès les années 30, le Canard enchaîné a régulièrement publié des rubriques pastichant des genres réputés féminins et signés de noms de femmes, mais écrits par des hommes. Ainsi, du courrier des canettes, dont vous voyez une image derrière vous. Donc, le courrier des canettes est un pastiche des courriers du cœur des journaux féminins. La rubrique est signée Valentine de Coin-Coin. Valentine est un prénom de femme. Coin-Coin fait référence au Canard, bien sûr. Valentine de Coin-Coin est en fait le pseudo de Pierre de Châtelain de Taillac, un homme. Or, il semble que sa fille Yvette ait rédigé elle-même un certain nombre de ses courriers. Donc, c'est très pervers comme fonctionnement. Donc, le scénario est bien connu, qui consiste pour des hommes à s'attribuer le travail des femmes. Par exemple, les Colette et les fameuses Claudine, qui sont signées du nom de Willy, mais il est complexifié ici par le fait que le journaliste auteur présumé de la rubrique signe d'un pseudo féminin. D'accord ? Compliqué et pervers. Les recettes de Cousine Douille, dont vous voyez aussi la rubrique présente à l'écran, renvoient au même type de fonctionnement. Signé Cousine Douille, un patronyme féminin. La rubrique culinaire ne relève pas non plus d'un genre informationnel valorisé. On peut par ailleurs supposer que la douille, instrument de cuisine bien connu dont la forme et peut-être l'usage n'est pas sans rappeler l'organe masculin, masque la couille, suggérée par la présence contrepétrique de la cousine. Compliqué de dire ça. Donc, dans les années 80-90, le courrier de Jeanne Lacan, pastiche de la rubrique Si, qui évolua vers des thèmes plus larges, connut un réel succès. Voilà. Donc vous avez là le courrier de Jeanne Lacan. Alors vous comprenez bien le jeu de mots. Lacan, psychanalyste bien connu. Lacan devient Lacan au féminin, qui renvoie également au palmipède du journal. Donc le courrier de Jeanne Lacan connut un très grand succès, et derrière ces courriers de Jeanne Lacan se cachent en réalité deux journalistes hommes, Bernard Thomas et Dominique Durand. Ce dernier, interrogé par Michel Léana, et donc le plaisir éprouvé à rédiger cette chronique et surtout la liberté formidable conférée par le pseudo-féminin qui lui permettait d'aborder des sujets tabous pour d'autres rédacteurs comme l'homosexualité, le sexisme, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le courrier de Jeanne Lacan, je ne sais plus quelle est la page suivante. Voilà, donc vous voyez un peu le type de sujet qui était abordé dans ces rubriques, où on voit un monsieur tenant un objet dans sa main face auquel une jeune femme brandit une arme formidable. Donc, si pendant longtemps, tous les journalistes du Canard enchaîné furent des hommes, l'hebdomadaire fit donc semblant, à travers ses rubriques et ses signatures, d'avoir des femmes dans ses rangs. Alors, un dernier petit point sur cette question. Dans cette liste des messieurs dames de la famille, la rédaction du Canard enchaîné liste tous les personnages imaginaires qui peuplent les colonnes du Canard enchaîné. Or, ce qu'on observe, c'est qu'à la fin de cette liste, il y a beaucoup de femmes,
figure aussi une journaliste femme du Canard enchaîné. Intéressant. Tous les personnages imaginaires sont des femmes, et à ces personnages imaginaires, on ajoute la vraie journaliste femme du Canard enchaîné, comme s'il s'agissait de la renvoyer au rang de personnage imaginé et de la nier dans son statut de femme réelle. Bien, alors, que voulais-je vous dire pour essayer d'aller un peu plus loin? Donc, cette tradition du travestissement où les hommes se font passer pour des femmes à travers la rédaction de revues journalistiques réputées féminines, met l'accent sur une double domination. Tout d'abord, sur la domination entre les femmes, que ces jeux dans le contexte de sexisme du Canard enchaîné éclairent d'un jour particulier, et sur la hiérarchie des genres journalistiques, où coexistent des genres hommes et des genres peu valorisés et dominés, souvent perçus comme typiquement féminins. Ainsi du courrier du cœur, de la rubrique ici, de la chronique mode ou des recettes de cuisine ici pastigées. Le détournement de texte n'est donc pas de pure forme, il renvoie à un rapport de domination esthétique qui redouble et révèle des rapports de domination sexuelle. Non contents d'être des à la manière de, ces pastiches sont aussi des à la place de. Troisième point. Alors, la politique du boudoir et les pastiches de journaux intimes. Je voudrais terminer cette petite démonstration avec l'évocation d'une rubrique qui est en fait à l'origine de cette étude sur le sexisme du Canard enchaîné et de mon intérêt pour cette publication. Il s'agit de pastiches de journaux intimes présumés rédigés par des femmes, en tout cas signés de noms de femmes, mais en fait rédigés par Frédéric Pagès, un journaliste historique du Canard. Alors, premier journal, vous l'avez sous les yeux, dans les années 2000, durant la campagne française pour les élections municipales, apparaît en une rubrique hilarante, vraiment très très drôle, intitulée Le journal de Xavier D. Ce journal, cette rubrique, retrace la bataille pour la mairie de Paris lorsque Jean Tibéri est candidat à la mairie de Paris, Xavier D étant supposé être son épouse. Xavier Tibéri, dans la réalité, son âme damnée qui le seconde dans son combat politique. Alors, l'idée du journal intime repose en fait sur un fait réel. Le vrai journal intime de Xavier Tibéri a en effet été saisi chez elle lors d'une perquisition d'un juge en raison des malversations dans lesquelles le couple Tibéri est impliqué. En même temps que ce journal intime a été saisi un rapport truffé de fautes et rédigé par Xavier Tibéri, qui était alors en fonction à la mairie de Paris. Donc, c'est l'origine de ce E barré à la fin du mot journal, qui évidemment se moque des difficultés orthographiques de Xavier Tibéri. La matière politique était dense, la personnalité très brute de décoffrage de Xavier Tibéri et le fonctionnement clanique du couple, ils sont corses, une identité régionale qui suscite en France de très nombreux stéréotypes, l'honneur, la famille, la vengeance, etc. Donc était une source d'inspiration inépuisable. Ce premier pastiche de journal intime part donc de faits réels, bien en phase avec la ligne éditoriale du Canard. En effet, Xavier Tibéri a des responsabilités politiques et les malversations du couple en font un sujet normal pour l'hebdomadaire, pour qui la dénonciation de ce type de pratique est le pain quotidien. Mais en 2007, c'est un autre journal intime qui paraît en une, intitulé, image suivante, Le journal de Carla D. Il se présente comme le journal intime de Carla Bruni, la compagne, puis l'épouse du président Sarkozy. Carla Bruni, ex-mannequin et chanteuse, est censée être une artiste de gauche, mais extrêmement riche, bobo, comme on dit en France, bourgeoise, bohème, aux antipodes des valeurs de droite incarnées par Sarkozy, cette contradiction étant la source de nombreux effets comiques. Cette rubrique a connu un succès extraordinaire, au point que Carla Bruni, image suivante, s'est fait photographier
en train de lire la rubrique Le journal de Carla dans le Canard enchaîné. Donc, immense succès et instrumentalisation de ce succès, puisque Carla Bruni s'est photographiée et le Canard enchaîné publie la photo de Carla Bruni en train de lire la rubrique du Canard enchaîné. Là encore, on a des jeux un peu compliqués. Bref, avec l'élection présidentielle de 2012 et la victoire de François Hollande s'achève le journal de Carla Bruni. Celle-ci fait ses adieux au lecteur du Canard. Préparez vos mouchoirs du Maroc où je suis, je rends ma plume et mon encrier adieu, mon Canard. Et le pli est pris. Et après 3 semaines d'interruption, démarre le journal de la compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, l'image suivante. Donc Valérie Trierweiler, donc le 20 juin 2012, juste après l'élection de François Hollande, la commune également, un encart entouré de noir, titre La validité si je mens. Merci au Canard de m'accueillir. Interdite de politique dans Match. Valérie Trierweiler était journaliste politique à Paris Match. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a rencontré François Hollande. Donc, interdite de politique dans Match, je vais pouvoir cancaner au moins quelques semaines. L'article, vous le voyez, 3 courtes colonnes à côté d'un dessin de Cardon, à gauche. Le dessin est d'ailleurs intéressant, puisqu'il montre un baiser de Valérie T à François Hollande, baiser carnivore qui laisse François Hollande complètement défiguré, puisqu'elle lui aurait arraché la joue en quelque sorte. Donc, en une, on retrouve le pastiche du Canard enchaîné, le pastiche du journal intime. Pourquoi s'intéresser en particulier à ces pastiches? Parce qu'ils contribuent à ancrer la publication satirique dans cette tradition de l'humour sexiste évoqué plus haut. Alors, compte tenu de la barrière de la langue, je ne peux pas rentrer dans une analyse stylistique de l'écriture de ces pseudo-journaux qui mobilisent avec brio toutes les ressources de la langue et jouent avec efficacité sur les décalages propres à l'écriture du pastiche. Je me borderai ici à souligner 3 points. Premier point, l'intime. Michel Perrault, historienne du genre bien connu, et Philippe Lejeune, spécialiste des journaux intimes, analyse très bien comment, pour les femmes, longtemps privées d'écriture, le journal intime a été la seule possibilité d'expression. Par définition, consacrée à l'expression de leur intimité, ces écrits étaient cantonnés dans l'espace privé et très souvent détruits par leur entourage, voire par leur auteur elle-même, incapables de reconnaître dans leur production autre chose qu'une expression personnelle, indigne de l'intérêt public. C'est ce que signifie le titre des journaux ici pastigés, avec le prénom suivi de la seule initiale du nom. Xavier T, Carla B, Valérie T. Cette formulation renvoie aux conventions d'écriture propres au genre du journal intime, censées préserver l'anonymat de l'écrit. Je rappelle par ailleurs que le prénom rattache les individus à la sphère privée, tandis que le nom les inscrit dans la sphère publique. Deuxième point, rappelons que si Xavier Tiberi avait des fonctions politiques, ce qui justifiait son évocation dans un journal d'information, ce n'est le cas ni de Carla Bruni, ni de Valérie Trierweiler. Or, prendre le discours de l'épouse ou de la compagne comme point de référence sur le personnage politique revient à conforter une vision très traditionnelle du couple, du genre et de l'exercice du pouvoir. Le point de vue de la compagne ne vaut en effet que par délégation, par sa proximité avec celui qui détient la légitimité de l'élu. Elle dispose d'une célébrité par procuration, d'une célébrité d'élite. L'instrumentalisation de l'épouse, fût-ce dans une perspective humoristique, participe de cette vision. Enfin, troisième point, l'écriture de ces pseudo-journaux intimes est l'occasion de recycler les lieux communs et les stéréotypes les plus éculés s'agissant d'une présumée identité féminine. Sa fierté est vulgaire et pilote, et l'admiration béate qu'elle porte à son époux confine à la bêtise. Car la baie est frivole. Face à la misère du peuple, elle s'écrie « Un prochain œuvre humanitaire, des vêtements signés Christian Dior. » Face au problème de sécurité, si je veux porter un gilet pare-balles, qu'il soit au moins signé Karl Lagerfeld. Bon. Valérie est énormément jalouse et voit des rivales dans toutes les femmes qui approchent son héros de mari.
Elle est autoritaire, violente, perfide, cancanière. Bref, tous les stéréotypes de genre sont mobilisés pour aboutir à une caricature de la Virago. On rit à la lecture de ces pseudo-journaux qui sont drôles, bien écrits, pleins d'humour. Et le plaisir de la reconnaissance qui nous permet d'identifier dans ces propos les bonnes blagues auxquelles nous ont habitués des siècles de tradition misogyne n'y est pas pour rien. On rit de la même façon que l'on rit des blagues sur les blondes, réputées sottes parmi les sottes. Alors, je ne sais pas si au Brésil il y a des blagues sur les sottes. Voilà. Donc c'est exactement le même genre de choses. On est heureux, on retrouve des choses qu'on connaît et on rit. Alors, le dispositif parodique empêche naturellement d'identifier les propos ici mis en scène à la posture de l'auteur de ces pastiches, ou les prendre au premier degré. François Ducrot rappelle que parler de façon ironique revient, pour un locuteur L, à présenter l'énonciation comme exprimant la position d'un énonciateur E, position dont on sait par ailleurs que le locuteur L ne prend pas la responsabilité, et bien plus qu'il la tient pour absurde. L'ironie permet donc à celui qui en fait usage de ne pas être comptable de ses paroles. Soit. Il n'en est pas moins vrai que les outrances et les caricatures, le burlesque et ses répétitions, de même que l'usage des stéréotypes de genre, imposent une vision du monde révélatrice des associations qui sous-tendent un imaginaire sexué collectif. L'histoire de l'hebdomadaire et de sa rédaction, de ses rédactions successives, et leur rapport aux femmes en particulier, incite en tout cas à se poser la question du sexisme à l'œuvre. En effet, on rit moins ici avec les femmes qu'on ne rit d'elles chez aucun paragraphe. Pardon. Ça marche? Je trouvais que c'était un petit peu long, alors j'ai un peu sauté. Donc je reprends, je ne sais pas où vous en êtes là. Donc il n'en est pas moins vrai, disais-je, on en est là, que les outrances et les caricatures, le burlesque et ses répétitions, de même que l'usage des stéréotypes de genre, imposent une vision du monde révélatrice des associations qui sous-tendent un imaginaire sexué collectif. L'histoire de l'hebdomadaire et de sa rédaction, de ses rédactions successives, et leur rapport aux femmes en particulier, incite en tout cas à se poser la question du sexisme à l'œuvre. En effet, on dit moins ici avec les femmes, on ne rit d'elles, la communauté des rieurs s'instaurant entre eux. Rien d'étonnant à cela, puisque le lectorat du Canard enchaîné est très majoritairement masculin, un lectorat dont notre soi est ici conforté par un humour qui plonge ses racines dans des formes satiriques ancestrales. L'humour, la satire, l'ironie et toutes les formes d'énonciation au second degré relèvent de l'empathie. Notre livre est toujours. Mais les ambiguïtés de l'humour dans le traitement du genre peuvent aussi être vues comme relevant de stratégies d'optimisation de l'audience du Canard, les uns et les unes décryptant la rubrique au premier degré, les autres au second degré, selon leur bon vouloir. Ce faisant, l'hebdomadaire joue sur du flou, sûr qu'il est de susciter empathie et plaisir de la reconnaissance auprès du public à quelque niveau qu'il se place. Les uns et les unes adoptant des codes de lecture progressistes, les autres retrouvant une vis comica classique, dénigrant le féminin. Je terminerai en disant que l'analyse du cas spécifique du Canard enchaîné renvoie plus largement à un insu structurellement sexiste, partagé par la plupart des médias comme par la société dans son ensemble. En ce sens, le Canard enchaîné est moins spécifique qu'il n'est révélateur.